France Culture, le Book Club, Nicolas Herbault. Mon premier est né à Prague en 1883. Son œuvre sera pourtant écrite en langue allemande. Décrit comme un écrivain prophétique, on aurait pu ne jamais rien lire de lui ni de ses pensées si son ami l'avait écouté. Après sa mort en 1924, Max Brod ne brûle pas Kafka. Franz Kafka ne veut pas mourir, titre du roman de Laurent Sexic. Mon second est né à Berlin en 1892. Il est philosophe, critique littéraire, historien de l'art. Walter Benjamin estime beaucoup mon premier, qu'il imagine comme le personnage d'une légende. Les deux sont en fait des légendes du XXe siècle. Titre du roman d'Aurélien Bélanger. Mon tout est un book club avec ses deux monuments, deux romans et leurs deux auteurs et nos lecteurs aussi. Kafkaïen est un mot magique. Un labyrinthe et un emboîtement complexe. Et pourtant, tout est limpide. Quand ça n'a ni queue ni tête, que personne n'a la clé, mais qu'il faut traverser. Synonyme, l'embrouille. Hashtag Book Club Culture. Lolita Grégoire, Jean-Charles, nos lecteurs et lectrices du jour, toujours bien inspirés. Bonjour Laurent Sexic. Bonjour. Vous êtes écrivain, dramaturge et médecin. L'écrivain tchèque de langue allemande, Franz Kafka, vous a inspiré ce roman. Franz Kafka ne veut pas mourir, publié aux éditions Gallimard. En 2010, vous écriviez Dernier jour de Stefan Zweig chez Flammarion. Stefan Zweig, auteur autrichien, je ne sais pas si vous me suivez, mais expliquez-nous peut-être d'abord cette attirance pour les pays d'Europe centrale, pour la langue germanique et pour la fin de vie des écrivains. Alors la question est vaste. Ce sont d'abord, comme j'imagine beaucoup de nos auditeurs et comme beaucoup des gens beaucoup de personnes qui viennent autour à ce micro, des auteurs qui m'ont construit, qui ont fait de moi un écrivain, et peut-être qui m'ont construit en tant qu'homme. Et que j'ai découvert extrêmement jeune, comme beaucoup, avec une forme de fidélité à leurs pensées, qui fait qu'à l'âge de 18 ans, la lecture du monde d'hier a totalement bouleversé ma façon de voir le monde. Et moi qui me rêvais écrivain déjà, entamant des études de médecine, vous l'avez dit, ma façon d'écrire. Et il y a eu cette sorte de fidélité à ces chocs émotionnels, humains, ressenti dans l'adolescence, qui fait que 30 ans plus tard, j'ai monté Le Monde d'hier, fort de cette émotion portée à l'âge de 18 ans, fort de ce que ce livre m'avait apporté, au Théâtre des Mathurins, en faisant une adaptation qui avait été jouée par Jérôme Kircher et qui avait été représentée plus de 400 fois et tournée dans toute la France. De la même façon, Franz Kafka était un de mes écrivains phares, comme tous ceux que vous recevez ici. À 15 ans, je me rêvais déjà écrivain. Et son œuvre, sa vie, son journal, ses lettres, ses nouvelles, ses romans m'ont profondément impressionné. J'ai dédié ma thèse de médecin quelques années plus tard à Franz Kafka et en réalité, elle concernait et elle traitait de l'extension des cancers bronchiques en imagerie par résonance magnétique. Donc le pas était très, très, très lointain. Et il y avait toujours quelque chose qui m'avait marqué chez Kafka, au-delà évidemment de son œuvre, de ses textes, c'était ses dernières paroles, qui étaient « Robert, tuez-moi, sinon vous êtes un assassin ». Et il y avait une sorte de... La vie de Kafka, l'œuvre de Kafka, le paradoxe de Kafka, on écoutait tout à l'heure quelqu'un dire ce que représentait Kafkaïen, était représenté dans ces phrases et dans cette énigme, et c'est cela qui est à l'origine de ce roman. On va évidemment parcourir les pages de votre roman, mais sur l'une des premières pages, il y a écrit une phrase de Walter Benjamin. On pourrait faire de Kafka le personnage d'une légende, le philosophe allemand qui a inspiré notre deuxième invité, Aurélien Bélanger. Bonjour. Bonjour. 6e roman, nommé Le XXe siècle. Il paraît chez Gallimard également et il raconte ce siècle passé à travers le prisme de la vie de Walter Benjamin, c'est ça ? Oui, c'est ça. Walter Benjamin, il naît en 1892, il meurt en 1940. Il représente évidemment que la première moitié du XXe siècle, donc le titre exagère un petit peu. C'est un intellectuel majeur de la première moitié du XXe siècle, et pour plusieurs raisons. Il a aussi, comme Kafka, qui meurt en fait avant les totalitarismes, il est aussi prophétique. Lui va plutôt prophétiser, sera utilisé dans la seconde moitié du XXe siècle pour décrire notamment les industries de masse, pour
pour parler aussi de la politique. Et c'est un écrivain qui... aussi comme Kafka, a une œuvre qui aurait pu ne pas exister s'il n'y avait eu le formidable travail de ses amis autour de lui qui l'avaient assemblé, et ce qui en fait l'une des meilleures clés, me semble-t-il, pour rentrer dans le XXe siècle et poser le XXe siècle surtout comme équation incroyablement difficile. On n'en a pas fini, et ça a longtemps été, moi, mon premier réflexe d'enfant des années 80, c'est fini le XXe siècle, maintenant c'est le XXIe siècle, le XXe siècle, c'est jamais fini. Et hélas, on n'en a pas fini avec le XXe siècle, et ça sera un sujet qu'on aura à traiter longtemps, et donc c'était intéressant d'y retourner comme ça. Oui. Les lecteurs et auditeurs du Book Club ont lu votre livre Aurélien Bélanger. Voici ce qu'ils en ont retenu. Patrick de la librairie La Droguerie de Saint-Malo et Jean-Charles de Paris. Ça tient parfois à peu de choses, ce qui fait qu'on choisit un livre dans une librairie plutôt qu'un autre. Pour Aurélien Bélanger, ça a été le titre, le XXe siècle et le bandeau sur lequel était écrit une vie de Walter Benjamin. Ce titre intrigant et la promesse d'entendre la voix singulière de Benjamin, dont j'admire particulièrement le livre sur les passages parisiens, d'entendre cette voix résonner à travers les mots d'un roman, m'ont immédiatement attiré. Si vous adorez Walter Benjamin, ce livre, qui prend la forme d'un roman policier épistolaire, 3 personnages essayent de comprendre le suicide d'un conférencier qui leur a donné un brillant exposé sur Walter Benjamin à la bibliothèque François Mitterrand. Ce livre, qui est aussi un collage inspirant de lettres, de mails, de témoignages autour de la vie du philosophe. Pas épistolaire, mais plutôt composé de portes, le long de passages justement, à travers lesquels le lecteur déambule et hésite parfois à emprunter une sortie. Ce livre donc va vous ravir. Un labyrinthe et un emboîtement complexe, et pourtant tout est limpide. Le jeu de mise en abîme absorbe le lecteur qui, comme un pion, se déplace sur l'échiquier selon des règles qu'il ne comprend pas forcément, mais qui le mènent au bout de ce texte que je tiens vraiment pour l'un des plus intéressants que j'ai lus ces derniers temps. C'est un exercice de style de haute volée, très agréable à lire, très prenant, très surprenant, un bonheur de lecture. Et si vous ne connaissez pas Walter Benjamin, attendez-vous à avoir une envie irrésistible d'aller encore plus loin dans la découverte de sa vie, de son œuvre et de sa pensée. Le XXe siècle est un brillant exercice du non moins brillant Aurélien Bélanger. Bon, je ne sais pas si je vous laisse réagir à tous ces compliments. Roman épistolaire, pas épistolaire, c'est amusant parce qu'il y a une forme particulière dans votre roman et là, par exemple, les lecteurs ne sont pas d'accord. Je me suis interdit de dire que c'est un roman épistolaire parce qu'à moins d'être les liaisons dangereuses, ça fait un peu peur. C'est un roman dont la structure est en soi compliquée, mais j'en ai pas trouvé d'autres parce que je me voyais pas traiter frontalement de la vie de Benjamin. En même temps, j'avais envie de parler de rien d'autre que Benjamin, donc j'ai trouvé une première mise à distance, c'était de parler de benjaminien, d'imaginer que depuis que Benjamin s'était produit sur la scène de la pensée, depuis les années 10, il y avait à chaque génération recrutait des nouveaux benjaminiens et qui retombaient à leur tour fascinés par cette œuvre. Ça a pu être Adorno autrefois, ça a pu être Scholem autrefois, ça a pu être le philosophe révolutionnaire Ben Saïd dans les années 80. Et, c'est une sorte de transmission d'héritage comme ça qui se passe. Et donc évidemment, la forme de la lettre, elle est toute trouvée parce que la lettre, c'est une sorte serait la forme sublimée de la littérature. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre littéraire ? C'est une lettre adressée à travers le temps. Donc ça a été fait assez intuitivement, mais je me dis que finalement ça tombe pas trop mal que ça ait pris cette forme-là. Il y a 2 pièces maîtresses dans votre roman, et c'est par là qu'on commence. Il y a évidemment la vie, la figure et les écrits de Benjamin, et puis il y a cette Bibliothèque nationale de France, la BNF, dans les années 2010. C'est là que se passe, si on peut dire, le début de ce roman policier. Je crois qu'il y a un lecteur qui disait ça tout à l'heure. La mort de ce poète qui tient une conférence donc sur Walter Benjamin et qui se suicide juste après. Benjamin, à partir de 1933, donc quand il doit quitter l'Allemagne, en caricaturant à peine, on peut dire qu'il va il va devenir le fantôme de la BNF, vieux site, le site Richelieu, c'est-à-dire il va s'enfermer à la BNF pour écrire le livre des passages, livre qu'il n'arrivera pas à finir, mais voilà, il y a des photos de Gisèle Freund qui le montrent au travail à la BNF. Et donc, c'était pas tout roman benjaminien, un moment est obligé de croiser la Bibliothèque nationale de France. Moi, je me suis amusé à la transférer dans ce nouveau site, qui est ce bâtiment déjà un peu ancien maintenant, donc le bâtiment de Dominique Perrault, d'une modernité absolue, qui est très contestable par tout le monde. Il y a eu énormément de pamphlets pour dire que c'est un bâtiment qui est horrible pour les lecteurs, qui est horrible pour les livres, qui est horrible pour tout le monde, sauf que c'est un bâtiment qui est arrivé comme ça, comme une sorte de rébut dans les années 80. On va fabriquer un bâtiment cybernétique. La question, c'est de conserver les livres, peu importe qu'on les lise, peu importe qu'il y ait des lecteurs, etc. Le bâtiment est une sorte de... Avant même qu'Internet soit inventé, ce bâtiment est une sorte d'allégorie de la disparition du livre. Et en soi, c'était intéressant. Et puis on connaît évidemment, enfin, on la connaît évidemment pas, mais toute personne qui s'intéresse
s'intéresse à Benjamin connaît peut-être l'une de ses 2 ou 3 phrases les plus célèbres. Il n'est pas de témoignage de culture qui ne soit pas aussi un témoignage de barbarie. Et la BNF, c'est un peu ça. C'est-à-dire que adore les livres, adore les bibliothèques, et dès qu'il est dans une bibliothèque, il succombe à une mélancolie atroce, il se tord de douleur de voir tous ces livres qu'il n'a pas écrits, qu'il n'écrira jamais, et on sent tellement peu de choses. C'était intéressant de raconter ça. Ces 4 tours au bord de la Seine, donc cette BNF qu'on appelle aussi François Mitterrand, du nom du président de la République, évidemment. Il y a aussi donc la mort présente dans ce roman, la mort de ce poète qui est en quelque sorte en écho à la mort de Walter Benjamin, puisqu'il meurt, lui, en 1940, vous l'avez dit, en Espagne. Il se suicide pour échapper aux nazis, et il plane un mystère sur la présence, l'existence d'une serviette noire, tout comme les personnages de votre roman s'interrogent sur est-ce que ce poète, François Messigné, n'a pas laissé un énième roman derrière lui sur Walter Benjamin. Tout benjaminien qui se suicide laisse derrière lui évidemment l'énigme d'un manuscrit perdu. On ne sait pas exactement s'il y a un manuscrit perdu de Benjamin. Il y a eu des choses cachées, il y a eu des choses retrouvées. Et Benjamin a fini assez peu de livres. Le grand livre de sa vie qu'il a passé plus de 10 ans à l'écrire, il ne l'a pas fini. Donc l'idée d'une œuvre achevée, d'une œuvre fantôme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'alors que tous les philosophes du XXe siècle ont fait des essais, que les romans du XXe siècle ont fait des romans, Benjamin, on ne sait pas quelle eût été la forme de sa dernière œuvre. Ce qui en soi en fait quelque chose que je compare assez bêtement, mais il me semble l'image la meilleure, à la Tour de Babel. La Tour de Babel dont on ne connaît que les reproductions par Bruegel alors qu'elle est en chantier. Eh bien, tout benjaminien qui se respecte est fasciné par ça. 3 personnages, donc c'est un peu votre club des 3. Vous qui aviez confié dans un entretien à la Nouvelle Revue Française que le club des 5 reste la plus forte impression littéraire de votre vie. Bah ça hélas, ça s'est perpétué. J'adore toujours les souterrains, les doubles fonds, la BNF, il y a un plafond et puis le plafond est lui-même un double fond. La BNF site historique communique par des souterrains avec le passage Colbert juste à côté. Donc en fait tout ça permet, on fouille, etc. Et c'est vrai que moi j'ai une sorte d'obsession. En ce moment, je suis sur une obsession de cataphiles. Je collectionne les cartes des catacombes et je fais des tracés de chemins possibles dans les catacombes. Donc voilà, tout ça infuse. Et effectivement, ça m'a été transmis par le Club des 5. Et puis, c'est quelque chose de feuilletonesque. Et puis, c'est pas un hasard. Le feuilleton naît au 19e siècle. Et puis, c'est au même moment où naît les passages. Donc, c'est à la fois, il y a l'architecture évidente, l'architecture du visible, et il y a l'architecture secrète, qui est celle des passages, et qui est aussi, bizarrement, une architecture commerciale. Laurent Sexic, vous aussi, vous avez un club des 3. Dora, Otla et Klopstock, l'amoureuse, la sœur et le médecin, ceux qui entourent Kafka alors que sa maladie le pousse vers la fin. Et vous aviez parlé tout à l'heure, vous les avez prononcées, ces dernières paroles. Robert, tuez-moi, sinon vous êtes un assassin. Robert, c'est Robert Klopstock, ce docteur donc, qui l'a veillé jusqu'à son dernier souffle. Cette maladie, elle l'atteint très vite, Franz Kafka, mais elle va mettre du temps à le tuer, si on peut dire. Oui, elle se déclenche en août 1917 par une hémoptysie, un crachat de sang, et il y a un avant et un après dans son œuvre, même si on voit un continuum. Mais c'est vrai que pour moi, la plus belle des nouvelles de Kafka, La construction de la muraille de Chine, est écrite juste avant que sa vie ne bascule dans la maladie, lui qui souffrait d'hypocondrie. Il y a ce drame de la tuberculose. La tuberculose, à l'époque, est évidemment une maladie mortelle, une maladie dont on finit dans les plus atroces souffrances, étouffé lorsque le larynx est atteint. Et toutes ces dernières années qui vont lui donner à écrire parmi ses plus grandes œuvres, vont être marquées par des séjours en sanatorium et la progression de la maladie jusqu'à l'étouffement final. Et durant ces dernières années, il y a cet homme, ce jeune homme, étudiant en médecine, Robert Klopstock, l'un des héros de ce roman, qui va rencontrer Kafka parce que lui-même est atteint de la tuberculose dans un sanatorium et qui ne va plus vouloir le quitter, qui va abandonner ses études de médecine pour l'accompagner dans l'idée un peu folle de le guérir, lui qui rêve avant tout de devenir écrivain et qui va d'ailleurs passer le reste de sa vie à tenter de traduire en hongrois le procès. Franz Kafka ne veut pas mourir, ça c'est votre titre. On connaît son rapport à la mort dans son journal. Il écrit notamment que sur son lit de mort, il sera très satisfait. C'est étonnant, en tout cas, il y a un vrai rapport entre la mort et son art. Il y a un vrai rapport entre la mort et l'écriture.
et en particulier dans la littérature de Kafka, dans l'écriture de Kafka, puisqu'il y a cette volonté de ne jamais achever ses nouvelles, ses romans, comme si l'achèvement d'un roman, c'était la mort de soi. Et c'est très aigu chez Kafka. Il y avait cette peur de la mort, sans doute liée à cette forme de culpabilité extrême, qui était liée également à la relation au père. Ce père écrasant, ce père tyrannique, ce père aimant, ce père à qui il a écrit la plus sublime des lettres, et j'en parle dans le roman sous la forme d'une scène, puisque c'est cette lettre au père, qui témoigne à la fois d'un amour infini et d'une haine absolue. Et c'est la volonté, quand on relit cette lettre au père, non pas de vouloir améliorer les choses, mais il le dit très bien dans les dernières lignes qui sont bouleversantes, pour que lui et son père aient une mort plus douce. Donc même lorsqu'il écrit à son père, il est hanté par sa propre mort, à l'âge de 36 ans, pour la lettre au père. Et donc il y a ce rapport si particulier, et puis cette force vitale, absolument fabuleuse, absolument incroyable, qui fait que ce personnage atteint par la maladie, amaigri, il pesait 42 kilos sur sa fin, pour 1m82, qui est un fiancé impossible, qui aura vécu d'échecs répétés. On connaît ces magnifiques lettres d'amour à Milena, évidemment, mais surtout à Felice, qui est un employé de bureau extrêmement sage, extrêmement soumis, qui est un fils accablé. Lorsqu'il se met à écrire, devient un bâtisseur de monde, devient un homme qui construit parmi les plus belles productions littéraires jamais écrites. Donc c'est ce paradoxe entre cette apparence fragilité de l'homme et cette toute-puissance de l'écrivain. Il y a évidemment dans votre roman, et c'est la passerelle entre vos deux livres, cette phrase: on pourrait faire de Kafka le personnage d'une légende, de Walter Benjamin. Et à la fin de votre roman, dans les dernières pages, vous citez un texte de Benjamin qu'il écrit pour les 10 ans de la mort de Franz Kafka. Et il y a une phrase qui est étonnante: je renonce à interpréter Kafka. Et on se dit, de la part d'un critique, renoncer à interpréter Kafka, c'est un peu surprenant. Qu'est-ce que ça veut dire au final ? Ça veut dire qu'il avait compris Kafka, qu'il avait compris que toute exégèse de la pensée de Kafka est impossible, parce qu'en réalité, les écrits de Kafka ne sont qu'une quête de sens. Mais c'est la quête qui est importante. C'est non pas le sens, parce que lui-même était dans cette interrogation permanente d'à la fois pourquoi j'écris et qu'est-ce que j'écris finalement. Donc c'est cette quête-là que Benjamin a complètement comprise, dans la mesure où d'ailleurs chacun de ces deux écrivains écrivait par fragments et n'achevait pas leurs œuvres. Vous avez, peut-être, on va lire un petit bout, Laurent Sexic, mais peut-être, Aurélien Bélanger, vous avez, vous aussi, vu ces points communs, cette façon d'écrire un peu similaire entre les deux ? C'est quelque chose, c'est Adorno, donc directement l'élève de Benjamin, qui l'a découvert chez Benjamin, mais c'est très benjaminien, c'est que l'énigme est déjà la question répondue, en fait. Il n'y a pas au-delà de l'énigme, c'est la question telle qu'elle est le mieux formulée, la réponse est déjà là. Et Kafka est évidemment de cet ordre-là, je pense. Allez-y, Laurent. Alors c'est une scène, puisque le roman, en réalité, met en scène la manière dont Kafka a pu imprimer de sa seule présence et éclairer la vie des trois personnages. On a parlé de Klopstock, il y a Dora Diamant, la dernière femme avec qui il a vécu, et puis Haute-là, dont la fin est si tragique, on y reviendra peut-être. La scène se passe en mai 1934, dans la salle de rédaction de la Revue juive. À cette époque-là, évidemment, les livres des auteurs juifs ont été brûlés. À cette hauteur-là, les juifs sont en danger physiquement, mais il reste cette dernière Revue juive qui a décidé, dont le directeur, Robert Welch, a décidé pour les 10 ans de l'anniversaire de la mort de Kafka, de publier un hommage à Kafka. Et l'interrogation qui se porte dans cette scène-là, c'est de savoir pourquoi accorder à un auteur juif dont les écrits sont interdits la place que Robert Welch veut lui accorder. Et c'est Robert Welch, le directeur de la Revue juive, qui a donné à Walter Benjamin la possibilité de faire un essai hommage dans ses pages, qui va répondre. Benjamin est un héritier de la pensée de Kafka et de son œuvre. Une œuvre qui vit sa propre existence poétique, s'avère inépuisable par toute interprétation. La vérité du château, dit-il, est
on ne peut approcher du château. Kafka ne fait pas plus de métaphysique qu'il ne fait de littérature. Kafka est un conteur. Il montre les acteurs de ce théâtre d'ombre qui ressemble au monde, un monde dont il est absent et qu'il nous donne à voir de la distance où il reste posté. Peut-être. Tout exégète de l'œuvre de Kafka doit-il se considérer comme le cas du château, lucide sur le fait qu'il n'atteindra probablement jamais son but, qu'aucune interprétation ne sera validée, mais essayant sans cesse, cherchant la signification de l'œuvre et pourquoi pas le salut entre les lignes, de la même manière que K essaye de trouver le chemin qui mène au château. Il est vain de chercher un sens caché à l'œuvre de Kafka, parce que l'œuvre de Kafka est uniquement quête de sens, uniquement ascension vers ces hauteurs qui semblent vides. Le château, le procès, la métamorphose, on a demandé à nos lecteurs, auditeurs et lectrices, auditrices, par quel livre il faut commencer pour lire Kafka. On va entendre tout à l'heure quelques réponses, mais je me tourne vers Aurélien Bélanger et je vais lire quelques lignes d'Aurélien Bélanger pour faire encore un lien entre vos deux romans. J'ai enfin pris la décision que je repoussais depuis des mois. C'est Thibaut qui écrit à ses deux autres spécialistes, Edith et Yvan. Il est temps pour moi de quitter mon bureau de verre de la bibliothèque. Fini bientôt cette vie kafkaïenne. Kafkaïen est un mot magique. C'est un mélange d'absurdité, d'hostilité, d'angoisse et d'impuissance. Il s'applique à toute situation ou toute mécanique sociale dont la logique échappe au sens commun, mais qu'on est obligé d'affronter. Situation absurde, tellement absurde que l'on préfère en rire parce qu'on considère que c'est irréel ce qui se passe. Kafkaïen, c'est quand ça n'a ni queue ni tête, que personne n'a la clé, mais qu'il faut traverser. Synonyme, l'embrouille. Soudain, la clarté se brouille. L'arbitraire nous accule et une pesanteur inquiétante nous étrangle. L'embrouille, dans le sens de dispute, de lutte, dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde, aphorise Kafka. L'issue est nécessairement un échec. Démuni face à l'acharnement, tu perdras. Pourquoi luttes-tu? Abdique. Et ainsi notre embrouille se termine sur l'effroi de l'absurde. L'absurde, voire le dérisoire, mais également il a une dimension pesante, oppressante. Et c'est certainement l'alliance des deux, l'absurde et l'oppressant, qui pour moi rend le mieux compte de l'adjectif kafkaïen. À l'image d'un nœud sur une corde. On défait le nœud, en défaisant le nœud, on en fait un autre. C'est sans fin, c'est implacable. Il est magique parce qu'il suffit de le prononcer pour comprendre où l'on est. Jeanne, Florian, Lolita, Christelle et Grégoire, les membres du Book Club de France Culture et leur définition de kafkaïen. Qu'est-ce qui vous parle le plus, Aurélien Bélanger? L'absurde, le nœud qu'on défait et qui se refait de l'autre côté. Comment vous voyez cet adjectif que tout le monde utilise aujourd'hui, comme si il avait une définition très précise? Moi, j'avais écrit sur mon mur, quand j'étais encore adolescent, une phrase de Kafka, c'était je crois, les choucas montent vers le ciel, mais ils ne savent pas que le ciel veut dire impossibilité pour les choucas. Une phrase que je trouvais déjà géniale, et j'avais pas compris que choucas se disait évidemment Kafka. En hongrois Kafka. Donc, pas en hongrois d'ailleurs. En tchèque. En tchèque, oui. Oui, tout à fait. Vous, Laurent Sexic, c'est quoi dans quelle situation vous utilisez kafkaïen? Mais alors, pour rebondir sur ce qu'a dit une des intervenantes, moi je crois qu'au contraire, c'est la clarté. C'est la clarté qui vous assaille lorsque vous ouvrez un livre de Kafka et lorsque vous traversez le château ou le procès. C'est cette clarté qui s'insinue et qui est projetée dans l'ombre du héros. C'est cette clarté qui vous conduit à accompagner K tout au long de sa quête et qui en ouvrant ses portes chères à Benjamin, peut vous permettre de voir le monde un peu différemment et curieusement, à l'inverse des idées reçues, avec une forme de volonté de vivre et de comprendre le monde. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que l'œuvre de Franz Kafka n'est pas atteignable ou est difficilement atteignable en termes de lecture? Alors, c'est une fausse idée. C'est une fausse idée parce qu'il n'y a pas d'écriture plus simple. Il n'y a pas d'écriture plus dépouillée. Parce que l'allemand de Kafka et ses traducteurs ont rendu parfaitement cette impression de volonté d'épurer jusqu'à l'os son texte. C'est assez drôle, c'est simple, et c'est une lecture extrêmement facile. On s'arrête à la métamorphose d'ailleurs, mais la lecture de la métamorphose, évidemment, est extrêmement facile, mais le château ne l'est pas moins. Simplement, il faut s'y plonger, et on a l'impression de s'immerger dans un monde sans fin. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau.
En direct sur France Culture à 13h15 avec nos deux invités, Laurent Sexic pour Franz Kafka ne veut pas mourir et Aurélien Bélanger, Le XXe siècle, tous les deux publiés chez Gallimard. On parlait de kafkaïen il y a un instant et vous avez prononcé un autre adjectif tout à l'heure, Aurélien Bélanger, c'est benjaminien. C'est pas facile à prononcer. Comment est-ce qu'on devient benjaminien ? Ils deviennent vos trois spécialistes personnages de votre roman. Benjaminien, qu'est-ce que ça veut dire et comment on le devient ? J'ai un peu diffracté ma propre expérience. Je leur ai attribué à chacun l'une des raisons pour lesquelles j'étais devenu benjaminien moi-même. On devient benjaminien quand on a des bouquins de Benjamin dans sa bibliothèque et puis qu'on ne comprend pas ses concepts. Je sais qu'il y a le concept d'aura, etc. Et bizarrement, aujourd'hui, si on me demandait de résumer le concept d'aura chez Benjamin, alors que je viens de passer plusieurs années dessus, j'en serais incapable. Donc je ne vais pas le faire. Non, il ne faut pas le faire. Non, mais c'est ça qui est intéressant chez Benjamin, c'est que c'est un philosophe qui défait les concepts, qui fait de la philosophie, autrement, qui renverse totalement les perspectives. On peut dire qu'il est pour ça peut-être entre la philosophie et la littérature. Et c'est une œuvre qui a quelque chose d'infini et qui est vraiment une ressource. C'est-à-dire que maintenant, j'ai lu presque tout Benjamin et je les ai tous dans ma bibliothèque. Je les ouvre et c'est toujours un enchantement avec ce petit détail mais qui change tout que la philosophie c'est pénible, c'est des arguments, on n'en lit pas beaucoup en fait, c'est rare les gens qui lisent beaucoup de philosophie, mais Benjamin se lit, c'est l'un des rares philosophes qui se lit vraiment, probablement parce que charme suprême, il n'y a jamais d'argument chez Benjamin, ce qui peut lui donner un caractère un peu ésotérique, il dit les choses et on a l'impression, alors on comprend souvent pas grand chose, mais on a l'impression que c'est la bonne façon qu'il fallait dire ces choses. Laurent Sexic, ça vous donne envie de lire Walter Benjamin ou vous l'avez déjà lu ? C'est une lecture qui m'a toujours attiré. C'est une espèce c'est son éclectisme qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est une espèce de touche-à-tout et qui n'a pas un avis sur tout, mais qui expose ce qu'il ressent. C'est une sorte de poète-philosophe et qui va écrire sur son enfance berlinoise, un peu comme un écrivain, qui va écrire sur les passages, qui va écrire sur les villes qu'il va traverser, sur Paris notamment, et qui va être un immense traducteur aussi, et qui va se nourrir de cette traduction pour écrire parmi les plus beaux essais sur Baudelaire qui ont été écrits. Le XXe siècle est donc au cœur de ce book club. Dans votre roman, Aurélien Bélanger, vous nous donnez par exemple à lire une lettre où on lit que le XXe siècle sera l'apothéose spirituelle de l'histoire de l'humanité. Au siècle d'avant, les défaites de l'histoire. Au siècle d'après, les victoires de l'esprit. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est pas une lettre que vous avez inventée ou c'est une lettre qui existe dans les documents que vous avez pu... Non, les documents sont tous inventés, oui. Qu'est-ce que ça veut dire de ce début de XXe siècle que nous raconte Benjamin ? Benjamin, il est le contemporain d'un moment où... comment le dire simplement la modernité se met à ressembler à une fantasmagorie et l'une des expériences originaires qu'il raconte dans Souvenirs de Berlin autour de 1900, c'est quand il rentre dans le panorama impérial et que ce monde figé dans la représentation est figé, mais aussi par une sonnette, parce que la sonnette annonce que cette image va disparaître, une autre image lui succède. On ne peut pas lire ça sans penser au fait que Berlin va être détruit par des bombardements 40 années plus tard. On ne peut pas penser, il y a quelque chose. Et Benjamin est l'un des... c'est en fait ce qu'il a écrit sur Baudelaire. Il a écrit que Baudelaire, qu'est-ce qu'un poète à l'apogée du capitalisme. En fait, Benjamin est un écrivain, un philosophe à l'apogée du capitalisme, en tant que le capitalisme, et c'est ça qui est l'une des ressources les plus intéressantes de Benjamin. Il donne à voir les intuitions de Marx, il donne à voir ce qui fait qu'on continue à lire Marx, que Marx en fait a raconté. Marx en fait est le grand romancier du capitalisme. Il faut comprendre Marx comme ça. Et d'ailleurs, le Capital, c'est souvent très beau. Mais le problème, c'est que c'est aussi un peu technique. Voilà. Et Benjamin a porté cette intuition et a réussi à transformer le capitalisme en esthétique. Et avant même de le condamner, il arrive à le décrire de l'intérieur. Et on parlait de son éclectisme, mais il fait une sorte d'encyclopédie des objets, des artefacts. Il est fasciné par les jouets, il est fasciné par les livres en tant qu'ils sont des fabrications des objets eux aussi. Et il nous raconte de l'intérieur, spécialement parce qu'il est aux premières loges, en tant qu'il a été un bourgeois de la belle époque, en fait, un bourgeois d'avant-guerre. Il sait ce que c'est qu'avoir grandi au milieu des choses, de s'être pris pour une chose soi-même, d'avoir été réifié par les choses, et tout ça, c'est du marxisme, mais tourné comme un grand poème épique, en fait. Et c'est ça qui fait et c'est probablement là où Benjamin accomplit réellement un tour de force. Ouais. Il avait compris, lui aussi, comme Franz Kafka, Laurent Sexic, ce qui allait se passer dans les années suivantes. Franz Kafka meurt en 1924, mais il est un écrivain prophétique, comme vous l'écrivez, qui a décrit dans ses livres le monde atroce dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est dans votre roman une discussion entre les médecins, et notamment avec Clapoutok.
il avait, il a à la fois pressenti et annoncé le monde à venir, extrêmement marqué par les violences antisémites qui couraient à Prague au début du XXe siècle, et puis son enfermement à la fois dans sa propre famille, dans son propre judaïsme aussi, dans cette tour d'ivoire autour duquel gravitaient les agents de l'office d'assurance où il travaillait, et c'était un excellent employé des offices d'assurance de Prague. Son enfermement avec les femmes a fait qu'il a écrit une œuvre où il a annoncé la gigantesque prison qu'allait devenir le XXe siècle, une prison qui a anéanti son propre peuple, puisque tous les juifs de Prague, ou presque, ont été exterminés. Et il y a dans le roman l'histoire d'Otla Kafka, sa propre sœur, qui, comme ses 2 autres sœurs, ont été tuées à Auschwitz. Et il y a cette destinée terrible de cette épopée d'Otla Kafka, la sœur chérie, qui avait combattu avec lui la force du père, et qui va, après avoir célébré le 10e anniversaire de la mort de Kafka dans le camp d'internement de Theresienstadt, être déporté, choisir d'aller avec un convoi des 1000 derniers enfants polonais voués à l'extermination. Otla Kafka va disparaître à Auschwitz en accompagnant ces enfants polonais. Donc il y a cette triple destinée, on n'a pas parlé de Dora Diamant, qui va également porter la mémoire de Kafka, en traversant le siècle, en étant à la fois interné à Berlin, puis en étant interné et torturé à Moscou, toujours avec cette brosse avec laquelle elle avait coiffé sur son lit de mort Franz Kafka, qu'elle va continuer à porter comme elle sera l'héritière testamentaire de l'œuvre de Kafka. Et cette brosse, qui l'a accompagnée toute son existence, elle va réussir, comme la fin d'une épopée, à la porter dans un kibbutz en Israël et à le déposer comme une sorte d'hommage final à Kafka. Les membres du Book Club qui nous conseillent de lire la biographie de Kafka par Marx Broth, qui permet de mieux comprendre son auteur. C'est ce que nous dit Florian. Marguerite, elle, nous dit qu'il faut commencer par la Métamorphose, puis la Lettre au Père et le procès. Et Karim de Nantes qui nous dit « J'ai commencé comme tout le monde par les œuvres dites littéraires, la Métamorphose, le Château, le procès. Finalement, c'est son journal qui m'a le plus enthousiasmé et que je considère comme un roman à part entière. » Aurélien Bélanger, on arrive à la fin, mais est-ce qu'on peut dire que et Kafka et Benjamin étaient en quelque sorte des témoins de ce début du XXe siècle et presque des historiens? Benjamin meurt en 1940, pourchassé déjà par les nazis, mais il n'a encore rien vu de ce dont les nazis sont capables. Kafka meurt en 1924, et pourtant, on ne peut pas lire Kafka sans penser au cauchemar concentrationnaire à venir. On va pas non plus en faire des prophètes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont poussé jusqu'à une utopie totalement déviante, mais vraiment en poussant ce qu'ils avaient sous les yeux, cette espèce de fantasmagorie, ils l'ont poussé jusqu'au cauchemar. C'était reproché à Benjamin, vous pouvez pas faire du 19e siècle l'enfer sur Terre quand même, c'est exagéré. Et évidemment, l'enfer était encore à venir, mais peu importe, quelque part, on continue à être effrayé en lisant Kafka, on continue à être effrayé par le destin. Et moi, j'ai lu le journal en sachant, parce que maintenant on connaît l'histoire, mais je savais quand il racontait des scènes de vie quotidienne avec sa sœur dans la cuisine, je savais que sa sœur allait mourir, et dans quelles conditions. Donc ça a évidemment imprégné, mais il y a aussi autre chose, mais qui est là pour le coup totalement tragique, c'est qu'il y a aussi un terrible constat d'échec et de défaite des intellectuels de ces années-là. Et le mot d'Adorno est terrible, ces gens-là n'avaient rien à faire avec l'intelligence. On a essayé de les convaincre ces gens-là étaient réellement des barbares. Et donc on ne peut pas relire cette littérature spécialement juive de la première moitié du XXe siècle sans être effrayé par son caractère prophétique raté. Le XXe siècle, c'est le titre de votre 6e roman, Aurélien Bélanger. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Donc, Une vie de Walter Benjamin aux éditions Gallimard et aux éditions Gallimard également. Laurence Exig, je cite votre roman Franz Kafka ne veut pas mourir. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce midi dans le Book Club de France Culture. Et à 13h25 sur France Culture, l'heure d'accueillir Charles Danzig pour ses quadritèmes. Paul Nizan était un brillant critique. Voici l'épisode 4. Paul Nizan avait un sens littéraire très fin.
Il a fait de la critique littéraire qui a été recueillie après sa mort sous le titre peu appétissant de « Pour une nouvelle culture », mais qui constitue un livre passionnant et, dirais-je, plein de prescience, si ce mot ne cachait pas que, précisément, il y a des écrivains qui savent tout de suite et que la postérité n'est qu'une paresseuse. Nizan a un présupposé partisan très simple. Il faut une littérature prolétarienne. L'adjectif est ambigu. Pour Nizan, il signifie deux choses. Qu'il fallait une littérature montrant le prolétariat et une littérature faite par les prolétaires. Or, la littérature montrant le prolétariat existait depuis longtemps. Quant à la littérature faite par les prolétaires, Nizan a raison, la plupart des écrivains, dont lui, dont moi, sont d'origine bourgeoise, ce qui ne veut pas dire, lui, moi, qu'ils ont l'esprit bourgeois. Que devaient écrire les écrivains d'origine prolétarienne ? Nizan ne le dit pas, mais aux recensions de livres qu'il fait, on a la réponse. De la littérature montrant les prolétaires. C'est les assigner, sinon au malheur, du moins au devoir. Et c'est une conception à œillères de la littérature que, dans ses propres romans, Nizan n'applique pas. Voici un des rares moments où son communisme a rétréci son intelligence. Si la fiction sur les prolétaires doit être produite par les prolétaires, la fiction sur les femmes doit être produite par des femmes, la fiction sur les gays par des gays, enfin, la littérature, c'est l'usine, avec des ouvriers spécialisés qui pointent. La voilà, la littérature prolétarienne. Ce n'est pas ce que Nizan veut, ce n'est pas ce qu'il pratique. Il parle d'ailleurs peu de littérature prolétarienne, ce qui ne l'empêche pas de parler de politique et aux meilleures occasions. Quand il critique des écrivains eux-mêmes ouvertement politiques, et dans ce cas fascistes, ou qui se prétendent apolitiques, ce qui est peut-être la plus hypocrite manière d'être de droite. Nizan révèle très précisément la molle bassesse de Drieux-La Rochelle, la vulgarité supposée brillante de Morand et le bluff de Céline. Il est faux de prétendre que Céline a dérapé pendant la guerre. Sa haine amère, en particulier des petits dont il fait semblant d'être, date de bien avant et un imparable article de Nizan sur Mort à crédit le démontre. De même, il ne fait pas de doute pour lui, en 1935, que Heidegger est fasciste. Il emploie le mot sans même polémiquer, comme une information. Relativement à ce que je pense de la littérature, il emploie peut-être trop les mots style et vérité, mais quelle finesse dans des remarques comme celle sur Faulkner, où il dit qu'il a moins un style parlé qu'un style pensé. Pour moi, le très bon écrivain se remarque aux incidentes. En voici une, entre deux membres de phrase. Cette vie bourgeoise qui n'est qu'une espèce de mort. Certains écrivains sont tellement pleins de pensées qu'ils ne peuvent pas ne pas en glisser partout. Les quadritèmes de Charles Danzig à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Le débat se poursuit dans le Book Club avec nos invités bien sûr. Et nous, on va vous remercier à tous de nous avoir suivis et à toute l'équipe du Book Club. Zora Vignet, Oriane Delacroix, Didier Pinault et Alexandra Laïbegovic. Thomas Beau était à la réalisation et à la prise de son ce midi. Grégory Wallon, un grand merci évidemment à toutes celles et tous ceux qui ont participé et ont contribué sur le compte Book Club Culture et sur le compte Book Club Culture sur Instagram. Le Book Club revient demain. Vous avez pas lu Kafka ?